De nombreux Américains craignent les mondialistes. Mais qu'est-ce qu'un mondialiste exactement? Et pourquoi les gens s'opposent-ils au mondialisme? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Selon les coins d'Internet que vous fréquentez, vous avez probablement entendu différentes choses sur le terme « mondialisme ». Pour certains, c'est un nouvel ordre mondial socialiste. Ou juste une théorie du complot d'extrême droite. Ou la dernière tendance Instagram. Global Core et le nouveau Cottage Core. Pour certains, le mondialisme est une bonne chose, alors que pour d'autres, c'est le mal. Tout comme Instagram. Alors, qu'est-ce que le mondialisme? Le mondialisme est souvent confondu avec la mondialisation. La mondialisation est un processus économique. Il s'agit de l'interaction entre les nations par le biais du commerce de technologies, de produits, d'informations et d'emplois. La mondialisation a certainement des avantages et des inconvénients, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais le mondialisme n'est pas un processus économique, il fait référence à une idéologie. L'idéologie du mondialisme promeut l'idée que tous les gens sont des citoyens du monde plutôt que d'un pays. Dans sa forme la plus extrême, il n'y aurait pas de barrière à la migration, ni d'identité de groupe basée sur la nationalité. Les organisations gouvernementales internationales seraient plus puissantes que les gouvernements individuels. Certains affirment que cela conduirait à terme à un gouvernement mondial unifié. Les personnes qui croient au mondialisme sont appelées mondialistes. Les personnes qui utilisent le terme mondialiste l'utilisent généralement dans un sens péjoratif. Par exemple, l'ancien président Trump a utilisé ce terme lorsqu'il a parlé de l'externalisation des emplois, de l'ouverture des frontières ou de la perpétuation de guerres éternelles. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Le terme « mondialiste » est fréquemment utilisé par les conservateurs pour critiquer les dirigeants de gauche qui, selon eux, font passer les intérêts d'autres peuples ou pays avant ceux de l'Amérique. De leur côté, les libéraux accusent les conservateurs de promouvoir l'isolationnisme, qui consiste pour un pays à se couper du reste du monde. Aussi connu sous le nom de « ce que tout le monde a fait en 2020 ». Vous savez que c'est mauvais quand au lieu de se réunir en personne, l'ONU s'est réunie sur Animal Crossing. Que ce soit intentionnel ou non, les libéraux confondent souvent le mondialisme, qui concerne des idées telles qu'un gouvernement mondial unifié et l'absence de frontières, avec la mondialisation, qui concerne l'interdépendance économique entre les nations. Les libéraux ont également fait valoir que le mot « mondialiste » était en fait antisémite. Mais ne vous y trompez pas, l'origine du terme est une référence au peuple juif qui est considéré comme ayant des allégeances non pas à son pays d'origine, comme les États-Unis, mais à une conspiration mondiale. C'est de là que vient le terme. Le terme mondialiste est haineux et c'est ainsi que nous devons le voir. Mais le terme « mondialiste », tel que beaucoup à droite l'utilisent, n'a rien à voir avec le peuple juif. Je vais vous expliquer après la pause. Bienvenue à nouveau. Quand les gens parlent de quelqu'un comme d'un mondialiste, ils font référence à des personnes qui ont globalement deux objectifs principaux. Le premier est la prise de décision collective. Les mondialistes considèrent le monde comme un ensemble de grandes personnes plutôt que des groupes divisés par des nations. Certains affirment qu'il faut davantage de prise de décision collective car, comme le dit le Forum économique mondial, les problèmes mondiaux exigent des solutions mondiales. Ils affirment que la complexité des problèmes mondiaux est bien trop grande pour qu'une partie puisse s'y attaquer seule. C'est pourquoi les mondialistes font pression pour ce que l'on appelle l'état de droit mondial. C'est l'idée qu'une autorité supérieure peut et doit passer outre l'autorité des pays individuels. Et cela exige que les gouvernements, les entreprises et les organisations placent le droit international au-dessus de leurs propres intérêts. Quelqu'un doit régner sur ces organisations transnationales comme Krispy Kreme. Arrêtez d'épeler les choses avec des cas. Cela devrait définitivement être illégal. L'état de droit mondial pourrait être une bonne chose si, par exemple, il existait des lois internationales empêchant les pays de persécuter leurs propres citoyens. Mais comme nous l'avons vu à maintes reprises, les régimes autoritaires ignorent souvent les lois internationales qu'ils n'aiment pas. Prenons l'exemple de la Chine, qui est signataire de la Convention des Nations Unies contre la torture depuis 1988. Cela ne l'a pas vraiment empêché de torturer son peuple.
Il y a aussi la question de la souveraineté des États. Si le droit international prime sur le droit national, comment un pays peut-il protéger sa population? Et y aurait-il encore des pays si les gouvernements ne pouvaient pas adopter de lois allant à l'encontre des lois internationales? Le deuxième objectif des mondialistes est d'avoir des valeurs collectives. Les mondialistes souhaitent généralement une coordination internationale pour lutter contre les menaces mondiales telles que le changement climatique, la guerre, la pauvreté et les maladies. L'un des moyens d'y parvenir est la citoyenneté mondiale. C'est-à-dire l'idée que nous valorisons notre humanité commune par-dessus tout. Les mondialistes pensent qu'en étant un citoyen du monde, nous aurons plus d'empathie pour les autres. Indépendamment de leur race, de leur religion, de leur appartenance ethnique ou de leur origine. Les universitaires et les membres du gouvernement ne sont pas les seuls à avoir une vision optimiste du mondialisme. Les grandes entreprises technologiques comme Facebook cherchent des moyens de promouvoir leur idée de « valeurs collectives ». Des valeurs collectives comme stocker de la sauce barbecue sur votre étagère. Dans son manifeste Facebook de 2017, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, se demande comment nous pouvons aider les gens à construire une communauté inclusive qui reflète nos valeurs collectives et notre humanité commune. Sa solution? Mettre en place un nouveau processus permettant aux citoyens du monde entier de participer à la prise de décision collective en explorant comment la prise de décision collective pourrait fonctionner à l'échelle. Comment cela se traduit-il dans la pratique? Eh bien, en ayant des normes communautaires qui reflètent nos valeurs collectives sur ce qui devrait et ne devrait pas être autorisé. Ceci, bien sûr, conduit à de nombreux problèmes. Il existe de nombreuses valeurs différentes dans une société donnée, sans parler des différences entre les sociétés. Les grandes entreprises technologiques comme Facebook et YouTube le savent bien, car lorsqu'elles établissent des directives communautaires, elles doivent se conformer aux valeurs de certaines personnes et non à celles d'autres. Mais même si nous parvenons à faire en sorte que tout le monde adhère à des valeurs communes, le mouvement mondialiste pose d'autres problèmes. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Les mondialistes pensent que les intérêts de la collectivité mondiale doivent l'emporter sur les intérêts des pays individuels. C'est le principe du « plus grand bien pour le plus grand nombre » à l'échelle mondiale. Mais qui décide de ce qui est le plus grand bien? Et comment sont-ils tenus de rendre des comptes? Les opposants au mondialisme affirment que les élites mondialistes, qu'elles soient au gouvernement ou dans le secteur privé, manquent de responsabilité. Prenons l'exemple des géants de la technologie. Comme je l'ai mentionné précédemment, les grandes entreprises technologiques parlent de valeurs collectives. Mais ce sont elles qui décident en fin de compte de ce que sont ces valeurs. Les entreprises technologiques ont en fait la souveraineté sur leur espace numérique. Elles ne se contentent pas de déterminer quelles seront les règles, mais elles le créent de toutes pièces. Elles en sont les architectes. Elles pilotent les algorithmes. Elles possèdent les données. Elles décident de ce qu'il faut en faire. En conséquence, elles exercent un niveau de souveraineté qui rend très difficile à la fois de comprendre ce qui motive leur activité et de réfléchir à la manière dont on pourrait s'y prendre pour la réguler. Si les gouvernements individuels ne peuvent pas contrôler les grandes entreprises technologiques, qui les contrôlent? Les consommateurs? Les actionnaires? Krispy Kreme? Cette question prend de l'ampleur à mesure que nous sommes plus nombreux à dépendre d'un petit nombre de grandes entreprises technologiques pour faire des affaires et gagner notre vie. Si votre activité se déroule principalement sur Facebook, vous devez vous conformer aux règles de Facebook ou vous risquez de perdre votre gagne-pain. Il y a ensuite les problèmes des élites qui dirigent les institutions mondiales. Pour voir certains des problèmes de la gouvernance mondiale, il suffit de regarder les Nations Unies. L'ONU était censée être un organe où les nations du monde pouvaient se réunir et régler leurs différends afin d'éviter de recourir à la guerre. C'est une bonne idée, et il existe des exemples de pays qui règlent leurs différends par l'intermédiaire de l'ONU. Mais l'ONU a également suscité de nombreuses controverses en raison de la corruption qui y règne. Sans compter qu'elle a été détournée par des pays autoritaires. Prenez le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, par exemple. Certains des plus grands abuseurs des droits de l'homme siègent à ce conseil, comme la Russie, la Chine et Cuba. C'est comme avoir un conseil international de nutrition dirigé par Krispy Kreme. Si vous voulez en savoir plus sur le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, consultez la vidéo précédente que nous avons réalisée à ce sujet. Je mettrai un lien vers celle-ci dans la description ci-dessous. Donc, en résumé, le mondialisme est une idéologie qui prétend trouver des solutions mondiales pour résoudre les problèmes mondiaux. Mais elle permet aussi à un petit groupe de décideurs qui n'ont aucun compte à rendre de diriger le monde. Que choisiriez-vous?
Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous, et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/AmericaUncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.